Quand j'ai vu Pierrot le Fou, j'avais 15 ans et je n'avais jamais vu, je ne savais pas qui était Godard, aucune idée. Je savais à peine qu'il existait un cinéma d'auteur. Quand j'allais au cinéma, j'allais voir La Grande Vadrouille ou les films de Walt Disney. Enfin, c'était juste pour s'amuser, pour sortir en bande, pour manger des ice cream, mais certainement pas pour avoir un choc émotionnel ou pour voir une œuvre d'art. Je ne savais pas que le cinéma pouvait être une œuvre d'art. Et donc, je rentre dans ce film parce que le titre me plaisait, Pierrot le Fou. Et j'ai vu ce film et c'était quelque chose de tellement autre, tellement différent. J'avais l'impression qu'il me parlait à moi, que c'était de la poésie. Et comme avant de vouloir faire des films, j'avais toujours voulu écrire. Je ressentais dans ce film quelque chose qui atteignait des grands moments d'écriture. Mais par un autre biais, et cet autre biais, je le trouvais encore plus fascinant à l'époque. Et donc je suis sortie du cinéma et j'ai dit, moi aussi je veux faire des films. Après, c'était Noël Nouvel An, 67-68, j'ai vu plein de films expérimentaux et là, je cherchais une narration. Et je n'aimais pas du tout tous ces films. Je n'étais pas du tout prête. Mais ça a dû quand même mariner dans ma tête parce que quelques années après, je suis allée à New York. Je suis allée à l'Anthologie Film Archive. Et là, j'étais prête. Et j'ai vu la première projection du film de Michael Snow, La Région centrale. Et là, je me suis rendu compte que, sans histoire, on pouvait vivre quelque chose d'émotionnel et de physique. Et qu'on pouvait se passer d'histoire. Un autre film de Michael Snow, qui s'appelle Forsenbach, qui est un film qui n'est pas connu et qui est d'une simplicité enfantine, c'est simplement dans une salle de classe, la caméra qui fait comme ça et puis comme ça. Et on est absolument passionné parce qu'on veut voir si quand le panneau va se terminer, la prochaine fois, il ira un peu plus loin. Et il y a une tension qui est aussi forte que dans un film d'Hitchcock. Et donc, sans avoir besoin de tout ce matériel compliqué, on pouvait créer une tension. Et en fait, beaucoup de mes films jouent sur la tension. Babette Mangold, c'est vraiment toute une histoire. À Paris, j'ai dit à Marcel Hanoun et à sa femme que j'allais aller en Amérique. Et ils m'ont donné le numéro de téléphone de Babette. J'ai attendu un petit peu, puis finalement, je l'ai appelée. Et on s'est donné rendez-vous. Et Babette, elle marchait toujours 100 mètres. C'est comme si c'était le chef arabe, là. Et moi, 100 mètres derrière, elle marchait à une vitesse folle, elle continuait à parler. Bon. Et je me suis dit, elle m'aime pas du tout, mais je sais pas pourquoi, je me suis accrochée. Et puis, on est devenus très amis, et elle a fait avec moi Hôtel Monterey. C'était le premier film que j'ai fait aux États-Unis en 72. Oui, 72. La Chambre. Et puis, elle a fait Jeanne Dillman. On était très, très d'accord, en fait, sur comment les choses devaient être filmées. On avait le même sens des choses, je dirais, pour les cadres, vraiment, ainsi que pour la lumière. Et c'est elle qui m'a amené voir les films expérimentaux. C'est vraiment elle qui m'a fait connaître tout ce monde. J'aurais pu passer à côté, parce qu'en fait, c'était écrit nulle part quasiment. Et c'était vraiment tellement à la marge que si on n'était pas très très au courant, on passait à côté. Et elle, j'ai eu la chance, vraiment, qu'elle me fasse rentrer dans tout ce groupe. Et c'était à la fois sa générosité et sa propre curiosité. Mais donc du coup, ça a été quelque chose qui a en quelque sorte changé ma vie, c'est sûr. Moi, je suis rentrée à Paris et que j'ai du coup
recommencer à faire des films de fiction, j'avais l'impression d'être dans la trahison. Et quand j'ai écrit Jeanne Dillman, je me suis dit, je suis dans une trahison totale. D'une certaine manière, je suis un rassemblage de l'Europe et de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont impressionné dans ce que j'ai vu aux États-Unis, que j'utilise d'une manière ou d'une autre, sans vraiment m'en rendre compte, mais pour faire de la fiction. J'ai rencontré Delphine au festival de Nancy, ou Annecy, je ne sais plus. Enfin, le festival était organisé par Jack Lang. Et il a fait venir vraiment les meilleures troupes de théâtre du monde entier. Et il y avait aussi une toute petite section de films expérimentaux. Et mon film, Hôtel Monterey, fait avec Babette Mangold, avait été choisi. Et j'étais là avec une amie, il y avait une tante. C'était comme ça vers le mois de juin ou mai, je ne sais plus. Et tout d'un coup, on m'appelle et on me demande de me rendre là. J'y vais et je vois une femme blonde, platinée, magnifique. Et je dis, c'est Delphine. Alors elle me dit, bonjour, non, je suis Delphine, c'est je dis oui. Eh bien, je voudrais montrer les diapositives que Jane Fonda a fait sur le Vietnam, mais malheureusement, on m'a placée à 10h du soir. Et vous passez à 8h du soir. Et ce serait beaucoup mieux pour les diapositives de Jane sur le Vietnam de passer à 8h du soir. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas échanger votre place avec moi? Je dis, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais passer à 10h du soir si vous considérez que ce n'est pas une bonne heure? Et puis je la regarde et je lui dis, écoutez, je veux bien échanger avec vous si vous venez regarder mon film. Et elle voit le film. Et elle dit, mais c'est un film formidable. Donc, quelques mois après, j'appelle Delphine, je lui dis que j'ai écrit un scénario de fiction. Je lui dis ça avec honte. Je lui montre et elle est d'accord pour Jeanne Dillman. Voilà comment ça s'est passé. Mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme. J'éteins. Oui, si tu veux. Dors bien. Oui. Une nuit, je l'ai vue plus ou moins, Jeanne Dillman. Alors, j'ai mis quelques mots, j'ai vite écrit quelques mots. Et puis le lendemain, j'ai écrit le tout en 15 jours et tout était écrit. C'est-à-dire que c'était presque écrit comme un nouveau roman. Chaque geste, chaque geste, chaque geste. Évidemment, tout est venu très facilement parce que c'est ce que j'ai pu observer autour de moi, forcément. Enfin, pas la prostitution et le meurtre, la prostitution étant bien sûr une sorte de métaphore, mais le reste, je le connaissais, c'est dans ma peau, quoi. J'ai fait ce film pour donner une existence cinématographique à ces gestes. Et je l'écris avec Delphine complètement en tête. Je me suis dit que ce qui était extraordinaire, c'est que justement, elle n'était pas ce personnage. Elle était quand même une grande dame. Et que si on voyait quelqu'un qu'on avait de l'habitude de voir faire le lit et la vaisselle, on ne le verrait pas. Comme les hommes ne voient plus que leurs femmes font la vaisselle. Et donc, il fallait quelqu'un qu'on n'ait pas l'habitude de voir faire la vaisselle. Et donc, c'était parfait avec Delphine. Parce que du coup, ça devenait visible. Moi, je vivais dans un monde de femmes. Parce que mon père avait 3 sœurs. Et ma mère avait 3 tantes. Et on était tout le temps ensemble. Et si c'était pas chez l'une, c'était chez l'autre. Et donc, j'ai vu ça. Et c'était une manière aussi de vivre d'Europe de l'Est. Et même, je pense que, si vous voulez, le rituel, tout était ritualisé. Mais c'était un peu, d'une certaine manière, ce qui avait remplacé le rituel juif.
parce que dans le rituel juif, chaque geste presque de la journée est ritualisé. Et bon, j'ai vécu dans ce rituel-là jusqu'à l'âge de 8 ans, parce que mon grand-père vivait avec nous. Et puis une fois qu'il est mort, mon père, ma mère, ça a été fini tout ça. Mais les gestes sont restés, enfin, c'est comme si les gestes qu'elle fait ont remplacé ce rituel-là, qui est un rituel perdu et qui est un rituel qui, je pense, donne une sorte de paix, si vous voulez. Mais c'est pour ça aussi qu'elle fait de faire chaque jour, de savoir chaque jour, à chaque minute, ce qu'elle va faire la minute d'après, donne une forme de paix et fait qu'il n'y a pas de place trop à l'angoisse. C'est pour ça le lendemain, quand elle se lève trop tôt, elle a 1 heure. Et là, elle a 1 heure à remplir. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette heure? Donc c'est l'angoisse qui la prend quand elle reste dans le fauteuil. Et il y a une tension qui se fait parce que je pense que souterrainement, on sent qu'il va arriver quelque chose. Et que c'est comme une tragédie antique, quoi. Avec rien, presque rien. Elle a un orgasme, en effet, pour la première fois avec le client numéro 2, ce qui fait qu'elle brûle les patates, ce qui fait qu'elle oublie de refermer la soupière, ce qui fait qu'elle doit aller racheter des patates, etc., etc. Ce qui, en fait, détruit le rythme et son rituel. Et son rituel la tient ensemble. Et en fait, le fait qu'il y ait cet orgasme, ça détruit sa vie, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça qu'elle tue le 3e, parce qu'elle en a un encore avec lui. Et elle le tue. Et en quelque sorte, elle le tue pour sauver ce monde obsessionnel, le garder tel qu'il est. Alors, Delphine disait, Chantal, quand on jouit une fois, on a encore envie de jouir une 2e fois, une 3e fois. Mais je pense qu'elle ne vivait pas non plus dans ce monde-là. Parce que d'une certaine manière, je pense que ne pas avoir d'orgasme est la chose qui la tenait ensemble. Avec Delphine, on répétait beaucoup pour trouver en quelque sorte le rythme de la scène, parce que tout le monde a toujours dit que c'est du temps réel, alors que c'est du temps complètement recomposé, et on l'a recomposé pour donner l'impression que c'était du temps réel. Mais en fait, quand moi je dis là, dans le film autour de Jeanne Dillman, il y a un moment où on dit « tu vas prendre à peu près 1 minute », je sais bien que quand on prend 1 minute dans un film, ça a l'air de durer 5. Donc, on recompose le temps. Bon, ce qu'il y avait aussi, c'est... Delphine me questionnait beaucoup. Moi, comme j'avais écrit ça d'instinct, enfin, et que c'était des gestes que j'avais vus toute ma vie, j'avais du mal à lui donner des réponses, parce que pour moi, ça allait de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé à Samy de filmer, pour que Delphine aussi puisse regarder et comprendre d'elle-même, en se mettant de l'autre côté, pourquoi là il fallait 1 minute et là, je sais pas, compter jusqu'à 10, et qu'elle sente que du coup, je lui demandais pas ça pour rien, et pour qu'elle se sente pas manipulée. Parce que c'est vrai que je travaillais sur le résultat. Les acteurs ne veulent pas qu'on travaille sur le résultat, de comment ça doit avoir l'air.
On a reçu une lettre de tante Fernande du Canada. Tous les films, je demande toujours qu'il y ait un couloir et des portes et des chambres. Et quand je les ai pas, je ne sais pas mettre en scène. Et enfin, j'y arrive plus ou moins, mais ça ne m'est pas naturel. Et par exemple, quand on travaille en studio et qu'on veut gagner de la place, et donc on enlève le couloir, etc., je n'arrive pas à cadrer. Parce que ces portes et ces couloirs m'aident à cadrer et m'aident aussi à, d'une certaine manière, faire travailler sur le temps. Parce que quand elle va dans une chambre, elle emprunte le couloir, elle rentre dans l'autre chambre. Et donc, ça fait un espace-temps, en quelque sorte. Je suis très proche du cadre. Mais souvent, bon, comme j'avais déjà répété beaucoup avec la vidéo le matin, eh bien, une fois que le cadre était fait, je laissais faire. Et comme on s'est pas très bien entendu avec l'équipe, Bénédicte, qui faisait les cadres, m'a pas dit que la main de Delphine devenait un peu grande. Et bon, ça se sent pas dans le film trop, parce que c'est entrecoupé. Mais quand on voit des heures de rush, avec quand Delphine approche sa main, et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai d'abord voulu faire un trou dans la cuisine pour pouvoir recueillir la caméra. Un architecte est venu, il a dit que c'était impossible. Et puis on a tout refait en studio, tout ce qui était dans la cuisine. Et on n'a rien utilisé. Il y avait quelque chose qui manquait. À l'époque, c'était important d'avoir une équipe à 80% de femmes. C'était très difficile, il y avait très peu... On ne faisait pas confiance aux chefs opératrices, par exemple. C'était vraiment considéré comme un métier d'homme. Même les preneuses de son n'existaient quasiment pas. Il y avait des scripts, il y avait des monteuses, il y avait des habilleuses, il y avait des maquilleuses. Mais il y avait personne à l'éclairage. C'était... Beaucoup de postes étaient très, très exclus pour les femmes. Donc, moi, j'ai voulu montrer que c'était tout à fait possible. Et donc, on l'a fait. J'avais aucune intention d'être dans la provocation. Je me suis rendu compte que quand le film est passé à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, et on était assises dans la salle, Delphine et moi, derrière, et les gens, on entendait les claquements de chaises, les fauteuils. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que les gens ne supportaient pas, quoi. Il y avait Marguerite Duras dans la salle. Elle s'est levée, elle a dit « cette femme est folle », etc. Bon. Elle a été obsédée, en fait, Marguerite, par la folie des femmes. Et moi, je dis « mais comment elle est folle ?» Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors Delphine me disait « arrête d'être si agressive, tais-toi ». Bon. Si vous voulez, le lendemain de la projection de ce film à Cannes, il y avait 50 personnes qui me demandaient le film pour des festivals. Et j'ai fait le tour du monde avec le film. Le lendemain, j'existais en tant que cinéaste. Et pas n'importe quel cinéaste. C'est-à-dire qu'à l'âge de 25 ans, tout d'un coup, on m'a fait comprendre que j'étais une grande cinéaste. C'était agréable, mais pénible, parce que je me demandais comment faire mieux. Et je ne sais pas si j'ai fait mieux.